Et si le monument chrétien le plus célèbre de France, disons Notre-Dame de Paris par exemple, abritait en fait la plus grande hérésie scientifique de l'histoire, et que tout ça avait été financé totalement à son insu par l'Église elle-même. Bah, c'est clair que c'est une perspective qui donne complètement le vertige. On a tellement l'habitude de percevoir l'architecture religieuse comme un livre ouvert, tu vois, un truc très littéral sur la foi d'une époque. Ouais, on se dit une église, c'est une église quoi. Exactement. On lit la petite étiquette touristique, on admire les jolis vitraux, et puis c'est classé. D'habitude, oui, c'est ça. Mais notre exploration d'aujourd'hui repose sur une pile de sources qui nous force vraiment à regarder ces bâtiments non plus comme des simples décors, mais plutôt comme tu sais, des stéréogrammes. Ah oui, les fameuses images cachées. Voilà. Ces images où, au premier regard, on ne voit qu'un motif répétitif un peu abstrait. Mais si on a juste sa vision, si on arrive à regarder au travers de l'image, un motif en 3 dimensions surgit d'un coup. Et le message caché devient super évident. C'est une super analogie. Et pour le coup, le message caché qu'on va examiner aujourd'hui est, disons, pour le moins provocateur. L'objectif de cette plongée, c'est vraiment de décrypter l'idée que les cathédrales gothiques européennes seraient en fait de gigantesques manuels scientifiques. Des manuels cryptés carrément. Ouais, cryptés et sculptés directement dans la pierre, pour coder les secrets de l'alchimie et de la transformation de la matière. Et notre fil conducteur pour ça, ça va être un ouvrage mythique et franchement super complexe, qui s'appelle Le mystère des cathédrales. Le fameux. Voilà, prétendument écrit par un maître alchimiste opérant sous le pseudo de Fulcanelli, avec aussi les préfaces de son élève, Eugène Cancellier, et du chercheur Walter Lang. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce qu'on s'apprête littéralement à regarder les monuments les plus célèbres d'Europe avec des lunettes totalement différentes. Mais avant d'essayer de déchiffrer la moindre gargouille, il faut s'attaquer à un vrai prérequis fondamental. Qui est l'auteur, du coup? C'est ça, il faut comprendre qui est censé avoir révélé ce secret, et surtout, ce qu'est réellement l'alchimie. Parce que, d'après nos sources, la culture populaire s'est complètement trompée sur le sujet, non? Complètement, et le mystère, il commence avec l'auteur lui-même. L'identité de Fulcanelli, c'est un gouffre historique absolu. Genre, même certaines agences de renseignement qui se sont penchées sur son cas n'ont jamais pu percer son anonymat, c'est pour dire. C'est dingue. Ouais. Tout ce que les textes nous disent, c'est qu'en 1922, à Paris, cet homme remet le manuscrit complet du mystère des cathédrales à son jeune élève, Eugène Cancellier. Et peu de temps après, vers 1926, Fulcanelli s'évapore de la surface de la Terre. Il disparaît tout court. Totalement. Sans laisser la moindre trace administrative ou physique, rien du tout. Mais c'est digne d'un roman noir, hein, cette histoire. Sauf que, l'histoire devient franchement irréelle juste après, non? Disons que Cancellier affirme avoir retrouvé son maître bien des années plus tard, lors d'un espèce de rendez-vous clandestin à l'étranger. Or, au moment de ces retrouvailles, Fulcanelli aurait dû avoir, plus de 80 ans. Ouais, logiquement. Et pourtant, Cancellier décrit un homme dans la force de l'âge. Il paraissait la cinquantaine. Genre presque le même âge que son propre élève, hein. Attends, un rajeunissement? Mais c'est de la magie, là. Alors pour eux, non, pas du tout. Ce phénomène de rajeunissement cellulaire spectaculaire, c'est très documenté dans l'hermétisme comme étant l'effet ultime de ce qu'ils appellent le grand œuvre. Selon cette tradition, si un individu parvient à purifier et à transmuter la matière dans son labo, il maîtrise les forces vitales fondamentales de l'univers. D'accord. Et donc qu'il l'applique à lui-même? C'est exactement ça. Ces mêmes forces s'appliquent à sa propre biologie. Ça régénère les tissus, ça inverse l'horloge cellulaire carrément. Ok, donc ça prouve bien qu'on est très très loin du cliché du vieux fou en rayon qui mélange du plomb et du soufre en espérant payer ses dettes, quoi. Il y a d'ailleurs une autre anecdote ouf dans nos notes, rapportée par le chercheur français Jacques Bergier, qui travaillait lui avec des vrais physiciens de pointe. Le berger du matin des magiciens, ouais. Exactement. Un inconnu hyper charismatique l'aurait approché juste avant la Seconde Guerre mondiale pour l'avertir des dangers colossaux de l'énergie nucléaire. Et Berger, pour le coup, est toujours resté intimement convaincu que ce type, c'était Fulcanelli en personne. Cet homme mystérieux lui a expliqué, genre très calmement, que la science moderne orthodoxe s'apprêtait à manipuler des forces fondamentales de l'univers. Des forces que d'anciennes civilisations connaissaient déjà, c'est ça? Ouais, et qu'ils avaient déjà manipulées par le passé avec des conséquences soi-disant tragiques. Ça démontre bien que pour ces initiés, l'alchimie, c'est pas de la magie, c'est littéralement la maîtrise de l'énergie au niveau atomique et subatomique. Ce qui nous amène direct à la préface de Walter Lang, en fait. Il pose des mots très, très précis sur cette redéfinition.
Il balaye d'un revers de main l'idée que ce serait juste une chimie médiévale balbutiante, hein. Ah oui, il est très clair là-dessus. Ouais, pour lui, la science moderne contemporaine ne regarde qu'une fraction infime du spectre total de la réalité. C'est une science des phénomènes mesurables. Mais l'alchimie, elle, c'est décrit comme une technologie des... Il utilise le mot «noumen». Et ce terme «noumen», c'est vraiment capital pour saisir l'argumentaire de nos sources. Si on veut vulgariser un peu, le phénomène, c'est l'image qui apparaît sur l'écran d'un ordinateur, tu vois. D'accord. Le noumen, en revanche, c'est le code source brut. C'est le langage binaire, invisible, qui tourne en arrière-plan et qui génère cette image bien avant que nos sens ou nos instruments puissent l'interpréter. Et l'alchimiste, il prétend travailler directement avec ce code source. Non mais c'est fascinant, hein. Pour filer une analogie classique, c'est en gros le mythe de la caverne de Platon. C'est très juste. La science moderne, elle étudierait les ombres projetées sur le mur de la caverne en calculant leur vitesse, leur taille, avec des lasers d'une précision inouïe. Mais l'alchimiste, lui, prétend avoir trouvé le moyen de se retourner, de sortir de la caverne et d'interagir directement avec le feu qui projette ces ombres. C'est une excellente façon de le voir. Et d'ailleurs, le texte de Lang relie ça à la biologie et à l'évolution. Il parle du concept d'entropie, tu sais, cette règle physique qui veut que tout dans l'univers tende naturellement vers le chaos, la dégradation et finalement la mort. Oui, le fait qu'un verre brisé ne se recolle jamais tout seul, quoi. Voilà. Et l'évolution biologique, c'est le seul phénomène connu qui va à l'encontre de l'entropie, parce qu'elle crée des structures de plus en plus complexes et ordonnées à partir du chaos. Et c'est là que Lang frappe super fort. Qu'est-ce qu'il dit? Il affirme que l'alchimie n'est rien d'autre que la science de l'évolution accélérée. En gros, ce que la nature met des millions d'années à accomplir dans les entrailles de la Terre pour transformer un métal vil en or, l'alchimiste cherche à le réaliser en quelques semaines dans son creuset. Et ce, en appliquant les mêmes lois cosmiques fondamentales. Ok. Mais alors, il y a une question qui me taraude. Vas-y. Si cette discipline permet de réécrire le code source de l'univers, genre d'inverser le vieillissement et de manipuler l'énergie subatomique, c'est littéralement le secret le plus puissant et le plus dangereux imaginable. Bah ouais. Comment et surtout, pourquoi une confrérie détenant un pouvoir pareil aurait décidé de placarder ses recettes en plein jour, sur des bâtiments catholiques immenses, et à une époque où l'Inquisition pouvait vous brûler vif pour bien moins que ça? Ah ouais. C'est le paradoxe central de toute cette histoire. Et la réponse se trouve dans le génie de la dissimulation par le langage. Fulcanelli consacre une grande partie de son œuvre à déconstruire l'étymologie. Prenons simplement le terme gothique. L'architecture gothique, ouais. L'histoire académique classique nous enseigne que ce mot a été attribué a posteriori, souvent par dérision d'ailleurs à la Renaissance, pour désigner un art qu'on trouvait barbare, soi-disant hérité des peuples germaniques, les Goths. Et Fulcanelli dit que c'est faux. Il détruit complètement cette théorie. Il affirme que la vraie clé réside dans la cabale phonétique. En alchimie, c'est pas l'orthographe qui compte, c'est le son. Gothique serait une déformation purement phonétique de l'art goth, qui se prononce tout simplement l'argot. L'argot. Ouais. Mais genre le vocabulaire des voyous, des coupe-bourses, de la pègre de Paris? Exactement. Le langage des exclus et des marginaux. L'argot, historiquement parlant, c'est une cabale parlée. C'est un outil linguistique conçu spécifiquement par une minorité pour échanger des informations cruciales sous le nez de l'autorité, sans qu'elle n'y pige que dalle. Ah ouais, c'est malin. Dans les milieux ésotériques, on appelle souvent ça le gai savoir ou la langue des oiseaux. C'est un code qui s'appuie à fond sur les assonances et les jeux de mots. Par exemple, phonétiquement, argot peut aussi devenir arco. Et la racine ko, dans certaines langues anciennes, ça renvoie à la lumière. Donc l'art gothique... L'architecture gothique n'a absolument rien à voir avec les barbares. C'est littéralement l'art de la lumière ou l'art de l'esprit. Waouh! La méthode est vraiment brillante et nos sources nous obligent d'ailleurs à repenser totalement le contexte de l'époque parce qu'aujourd'hui, on entre dans une cathédrale en chuchotant dans un silence hyper religieux, tu vois? On ose à peine respirer. Voilà. Mais au Moyen-Âge, c'était tout l'inverse, hein. C'était un véritable hall de gare. C'était le centre bruyant de la vie laïque. Genre, les marchés s'y tenaient, on fixait le prix du grain sous les porches, les médecins donnaient leurs consultations directes au milieu de la nef. C'est ça, le sanctuaire religieux et le théâtre profane ne faisaient qu'un en fait. Et c'est ce qui rendait possible des événements proprement hallucinants pour notre époque, comme la fête des fous ou la fête de l'âne. C'était quoi ces fêtes déjà?
Faut s'imaginer la scène. À l'intérieur d'églises consacrées, on voyait défiler des chars triomphaux dédiés à Bacchus, tirés par des figurants déguisés en centaures nus sous la houlette du grand dieu Pan. Dans une église catholique. Dans une église, on assistait à des cortèges satiriques terrifiants où des animaux, genre des ânes ou des cochons, étaient parés de luxueux vêtements sacerdotaux devant un clergé qui était souvent juste pantois et impuissant. Et c'est là que ça devient vraiment super intéressant. Pourquoi le clergé aurait toléré un blasphème pareil? Eh bien, selon Fulcanelli, ce chaos festif, ces représentations monstrueuses et carrément païennes, elles étaient vitales pour les initiés. Tout à fait. C'est symboliser publiquement la fameuse matière première de l'alchimie. Cet état brut, chaotique et bestial de la nature qui doit d'abord sombrer dans la putréfaction avant de pouvoir être purifié. En fait, la cathédrale agissait comme un colossal cheval de Troie. C'est le mot parfait. Un cheval de Troie. Les bâtisseurs ont érigé un manuel de physique moléculaire à ciel ouvert. Ils ont utilisé une iconographie qui passait pour de la ferveur religieuse ou des allégories morales aux yeux du peuple et des prêtres, mais qui décrivait des réactions thermiques pour les savants. Et la rure est d'une efficacité redoutable, tu t'en doutes. En encapsulant leur science occulte dans le marbre super orthodoxe de l'Église, ils ont garanti l'immortalité de leur message. Ils ont forcé l'Église, sans qu'elle s'en rende compte un seul instant, à financer, à construire et à protéger pendant des siècles le monument qui contenait la science même capable de la renverser. C'est un tour de force. Mais alors, admettons qu'on maîtrise cette fameuse langue des oiseaux. Comment on traduit concrètement la pierre? J'ai lu dans nos notes qu'on pouvait littéralement lire le bâtiment comme une recette, en commençant par le sol. Absolument, le plan au sol est la première étape. Presque toutes ces églises ont un plan en forme de croix latine. Et pour le commun des mortels, c'est la croix du supplice du Christ. Normal. Mais dans le dictionnaire alchimique, ça donne quoi? La croix, c'est le hiéroglyphe hermétique du creuset, le récipient dans lequel on fait fondre les métaux. La racine étymologique est super révélatrice d'ailleurs. Le vieux français crusole et le latin crucibulum partagent exactement leur fondation avec crux, la croix. Ah oui, c'est logique. Le parallèle symbolique est juste total. L'alchimiste observe la matière brute à l'intérieur de son creuset subir sa propre passion comme le Christ. Elle y est torturée par le feu, elle meurt, elle noircit, pour finalement être purifiée et ressuscitée sous un corps glorieux et incorruptible. Donc le plan même du bâtiment annonce à qui sait le lire qu'il s'agit d'un immense labo. Et la fameuse matière qu'on met dans ce creuset, elle y est aussi, je crois. Fulcanelli attire pas mal l'attention sur un pilier bien spécifique qui se trouvait à Notre-Dame de Paris, qu'on surnommait le Maître-Pierre du Cognet. Oui, un pilier très particulier. C'était une pierre super grossière, complètement noircie par la fumée des cierges que les fidèles venaient éteindre dessus. Du coup, le peuple croyait y voir une effigie du diable, de Lucifer. Et pourtant, l'initié alchimiste, il y voit tout autre chose, n'est-ce pas, Evelyne? Complètement. L'initié, lui, il s'attache à la tradition littérale. Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Cette pierre sombre, sale, méprisée par tout le monde, elle incarne la matière première du grand œuvre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut chercher dans la boue. Exactement. Les anciens textes affirment toujours que le sujet des sages se trouve dans le fumier, dans la banalité du quotidien. C'est une substance vile et obscure, mais qui recèle en son centre une petite étincelle de lumière divine. Et tout le boulot de l'artisan, ça consiste à briser cette gangue noire pour libérer la lumière qui est capturée dedans. D'accord, d'accord. Donc, on a le creuset, on a la matière de base. Mais pour déclencher la réaction, il faut de la chaleur, fatalement. J'ai vu que l'orientation cosmique du bâtiment jouait un grand rôle, notamment les énormes fenêtres circulaires. Mais concrètement, comment des vitraux décoratifs peuvent-ils coder des températures de fourneau? C'est quand même abstrait. Le secret réside dans la symbolique des couleurs et de la course solaire. L'alchimie exige une succession très stricte de régimes thermiques. Par exemple, la rosace nord de la cathédrale, qui ne reçoit jamais la lumière directe du soleil, elle symbolise le froid, les ténèbres, la couleur noire. Ça, c'est la phase de putréfaction. Ok, le début de l'œuvre. Voilà. Ensuite, la rosace sud, qui baigne dans l'éclat aveuglant du soleil de midi, elle représente la couleur blanche, l'étape de purification. Et enfin, l'immense rosace ouest, qui est illuminée par les feux rouges du soleil couchant, elle indique la phase finale, le rouge flamboyant, l'accomplissement. Et le terme rosace, ça a un sens caché aussi.
Bien sûr. Ça vient du latin rota, la roue. Ça indique à l'opérateur qu'il doit maintenir le feu de la roue, c'est-à-dire une chaleur constante, circulaire et ininterrompue. Et le sol n'est pas en reste, puisqu'on y trouve souvent des labyrinthes complexes, comme à Amiens ou à Chartres. On dit souvent que ça trace le chemin hyper tortueux de la recherche de la pierre philosophale. Et là encore, on retrouve cette fameuse cabale phonétique. Oui, le jeu de mots classique. Pour sortir d'un labyrinthe, tout le monde sait qu'il faut le fil d'Ariane. Et par métathèse, le nom Ariane devient Éragne, l'araignée. Et le texte lie carrément ce réseau sémantique à l'aimant. L'aimant est crucial ici. Dans tout ce chaos d'opérations chimiques, l'alchimiste doit trouver le principe d'attraction qui est caché au cœur de la matière. La force magnétique invisible qui va structurer les éléments épars et le guider vers le centre de l'œuvre, exactement comme l'araignée tisse sa toile de l'extérieur vers son point focal. Bon, il faut tout de même que je fasse un peu l'avocat du diable un instant. Je t'en prie. C'est un récit intellectuel qui est vraiment magnifique. Mais est-ce qu'on ne souffre pas collectivement d'apophénie avec ce livre? L'apophénis, oui. C'est-à-dire cette tendance qu'a notre cerveau à trouver des modèles complexes et du sens dans des trucs purement aléatoires. Comment on peut affirmer qu'une jolie rosace commandée par un évêque il y a 800 ans est une recette alchimique millimétrée et non pas juste une magnifique œuvre d'art pour embellir le lieu? Ça soulève la vraie question cruciale, qui est d'ailleurs le test ultime face à tout texte ésotérique. Si on isole un seul motif, la théorie de la coïncidence artistique est tout à fait valable. On peut dire «Oh, c'est juste joli». Voilà. Mais la démonstration de Fulcanelli, elle tient sur un élément incontestable. La répétition standardisée. Quand on retrouve des motifs extrêmement spécifiques, par exemple des roses étoilées à 6 pétales, qui reproduisent géométriquement le sceau de Salomon, et qu'elles sont gravées simultanément sur les portails des cathédrales de Lyon, de Toul, de Rouen, d'Abbeville et même sur la Sainte-Chapelle, Ah ouais, ça fait beaucoup là. le hasard statistique y disparaît. Une telle constance, ça prouve obligatoirement l'existence d'un lexique organisé. Un cahier des charges rigoureux qui était partagé et transmis secrètement par les guildes de bâtisseurs à travers toute l'Europe. Donc, le manuel est bel et bien réel. Ok. Mais alors, si l'artisan a déchiffré ce code, s'il a bien dompté le feu de la roue, s'il a traversé le labyrinthe, quel est le signal d'alarme? Je veux dire, quel est le signe chimique tangible, au fond de son bocal poussiéreux, qui lui prouve que la théorie est devenue réalité? Ce signe physique, c'est l'étoile. Plus précisément, on l'appelle l'étoile des mages. C'est le marqueur chimique irréfutable du succès, ce qu'on nomme le sceau de Mœuvre. Et pour ancrer un peu ça dans le réel, parce que ça a l'air super théorique, nos sources mentionnent une histoire assez saisissante qui est rapportée en 1664 par le médecin Helvétius. Un homme de science très sérieux pour son époque, oui. Absolument. C'est l'histoire d'un orfèvre extrêmement pauvre qui s'appelait Grill et qui réussit, un peu par miracle, à obtenir un ingrédient ultra rare qu'ils appelaient l'esprit de sel. Et l'anecdote est fascinante parce qu'elle décrit la mécanique visuelle du processus. Grill prend du plomb ordinaire, donc le métal le plus lourd, le plus impur. Il le place dans un banal pot de confiture, genre vraiment le truc de base. Ouais, pas de matériel de labo sophistiqué. Non, rien. Il verse ensuite cet esprit de sel spécial par-dessus, à froid, sans même utiliser de fourneau. Selon la théorie alchimique, ce sel agit comme une clé chimique suprême. Il vient exciter la semence divine qui est endormie dans le plomb et il accélère violemment son évolution biologique. Et le résultat, il est digne d'un film de science-fiction, quoi. Le plomb gonfle de façon complètement anormale. Il devient spongieux, comme si c'était une matière vivante. Et après environ 2 semaines d'incubation, une véritable étoile argentée, d'une brillance apparemment aveuglante, se forme et flotte littéralement à la surface de cette masse sombre. C'est ça. Et le médecin Helvétius, malgré son scepticisme initial bien compréhensible, il constate le phénomène de ses propres yeux. À la fin, quand on analyse le métal, la livre de plomb complètement vile s'est transformée en 12 onces d'argent de très haute pureté et en 2 onces d'or massif. Mais c'est fou. Et l'apparition de cette signature stellaire, c'est un motif qui revient, non? Oui, c'est un archétype universel de la naissance du divin dans la matière. Nos sources citent même des annales antiques comme celle de Julius Africanus au IIIe siècle. Il décrit un temple persan dédié à la déesse Juno, et lors de l'annonce de l'apparition d'une étoile sacrée dans le ciel, qui symbolisait l'avènement d'une force nouvelle, la chronique rapporte que les statues de pierre du temple se sont carrément animées pour chanter et danser. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie, au fond? Parce que,
pourquoi des esprits aussi brillants ont-ils voué leur existence entière, et parfois même risqué leur vie au bûcher, pour ce secret? Au-delà de l'or, je veux dire, ou de la richesse, ou même de la longévité. Cette quête obstinée, elle répond à un besoin viscéral. Ah, ça c'est certain. C'est l'idée bouleversante que la matière la plus banale, la plus sale et corrompue de notre monde n'est en fait pas morte. Qu'elle contient en son cœur une étincelle de divinité pure qui est prisonnière et que l'esprit humain détient la clé pour la libérer. Et je suis convaincue que si l'on relie ça à une perspective un peu plus intime, l'émotion de l'opérateur prend vraiment tout son sens. Dans sa préface, Cancelier partage un extrait d'une lettre anonyme qui a été envoyée au maître de Fulcanelli. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? L'initié qui l'écrit vient tout juste de réussir son expérience. Il vient littéralement de voir l'étoile argentée se condenser sur la matière noire devant lui. Et dans son texte, il n'y décrit aucune cupidité, aucune soif de pouvoir ou d'argent. Il décrit juste une joie métaphysique extatique. Il parle du don de Dieu, c'est ça? Exactement, le don de Dieu. C'est l'illumination foudroyante d'un être humain qui vient d'avoir l'autorisation d'observer de ses propres yeux les rouages secrets de la création cosmique. Eh ben, c'est un voyage fascinant qu'on vient de faire aujourd'hui, franchement. On commence par la disparition énigmatique d'un homme dans le Paris des années 20. On plonge dans les bas-fonds de l'argot pour y découvrir la langue secrète d'une élite scientifique. On apprend à lire la température des rosaces. Voilà, comme le cadran d'une machine thermique, pour finalement contempler une étoile d'argent qui flotte sur un creuset. C'est une exploration qui a vraiment ce pouvoir rare de réenchanter le monde qui nous entoure. La prochaine fois que notre regard croisera la façade tourmentée d'une cathédrale au détour d'une rue, notre esprit ne se contentera plus d'y voir le testament d'une religion lointaine. Il lira le murmure rocailleux d'une confrérie qui dialoguait avec les atomes. C'est très bien dit. Et pour conclure cette plongée, je voudrais revenir sur une idée soulevée par Walter Lang au début. Une réflexion profondément provocatrice qui mérite vraiment qu'on s'y attarde avant de se quitter. Ah oui, l'ultime vertige philosophique de cette somme de connaissances. C'est fou parce que Walter Lang pousse la logique alchimique à son échelle maximale, l'échelle macrocosmique. C'est-à-dire, Si nous admettons que l'évolution biologique lutte contre l'entropie, comme on l'a dit, et que l'alchimie est la science permettant d'accélérer drastiquement l'évolution de la matière, que se passe-t-il si l'on applique ce principe à l'humanité tout entière ? oula, Lang suggère que notre espèce, avec toute son imperfection, sa brutalité, ses errances, pourrait bien être le métal vil, la matière première brute placée dans le grand creuset de la Terre. c'est un changement de paradigme qui est foudroyant, ça. Ça signifierait que l'histoire de l'humanité, avec nos souffrances collectives, nos guerres, nos luttes, ça ne serait rien d'autre que le feu du creuset? Exactement. Une chaleur appliquée délibérément pour faire noircir, mourir, puis finalement purifier notre espèce? Et le plus fascinant là-dedans, c'est l'idée que cette opération colossale pourrait être dirigée de l'extérieur par des intelligences supérieures. L'équivalent cosmique de nos alchimistes penchés sur leurs bocaux, quoi. Voilà, dans le but ultime de transmuter notre humanité chaotique en un esprit planétaire unique et conscient. C'est une méditation qui change un peu tout. Le plomb ne sait pas pourquoi il bout, tu vois. Il ne fait qu'endurer la chaleur. L'humanité pourrait n'être que tout début de son propre grand œuvre, attendant patiemment que la putréfaction du monde moderne laisse la place à une forme d'existence infiniment plus lumineuse et connectée. C'est une idée assez grandiose pour clôturer cette réflexion. Finalement, ce monument de pierre qu'est la cathédrale gothique n'est pas une simple trace du passé. C'est peut-être le plan gravé de notre propre évolution future. La promesse silencieuse que, tout au fond de notre matière brute, une étoile n'attend que le bon moment pour apparaître.